Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées et ce soir au programme, une thématique qui m'est chère, qui m'est chère non seulement dans l'esprit, dans le cœur, mais dans la chair également, dans le corps, car elle est pour moi une thématique principale. On va même aller plus loin que ça. Elle est la base, c'est peut-être même la première question qu'on devrait se poser que je me pose finalement, dans les accompagnements que je mène, quand j'accompagne les clients. C'est la place de la lecture et de l'écriture, du calcul et voire même cette notion d'empêchement de penser, qui empêche les personnes, grâce à une défense, de mettre en œuvre des stratégies pour justement éviter ce temps réflexif, d'affronter ce moment de doute. Mais on aura l'occasion d'en parler davantage. Pour ce soir, j'ai sélectionné particulièrement 2 textes par rapport à la thématique qui est: «L'illettrisme, est-ce une fatalité?» Le premier texte, vous le découvrirez très, très bientôt, c'est un auteur très prolifique, qui est reconnu, qui est même enterré au Panthéon. C'est quelqu'un de je pense que vous le connaissez. Le deuxième est un pédagogue, j'en dis pas plus, contemporain, on pourrait dire, et toujours vivant et qui véhicule toujours ses idées et qui, avec conviction, avec force et énergie, partage l'œuvre de sa vie, on pourrait dire, le travail de toute une vie à initier les autres à ce qu'il a découvert et en quoi ce qu'il a découvert est important. Et on verra un écrit de sa part. Aussi, je tiens à rappeler que vous pouvez intervenir après la lecture. Au programme, pour faire simple, je vais lire ces 2 textes, je vais partager quelques idées, quelques ressentis qui me sont propres, quelques idées que je trouve intéressantes et ensuite, si je vois que vous avez envie de venir prendre la parole et peut-être répondre à cette question qui est: «Êtes-vous un illettré sans le savoir?» Eh bien, nous procéderons à un moment d'échange et de partage d'expériences personnelles, par la suite. Aussi, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment dans le chat, que ce soit en commentaire ou même pouvez vous connecter via un lien. Pour ce faire, c'est très simple. Vous aurez besoin d'une connexion internet, d'un ordinateur ou d'un téléphone muni d'une webcam et vous avez juste à taper dans les commentaires «présent» et je vous ferai parvenir une URL, un lien. Cliquez dessus, vous sélectionnez votre caméra, vous vérifiez que le son est bon et vous arrivez avec moi en live. Sinon, vous pouvez partager en commentaire comme je l'ai dit plus tôt. Alors, commençons par le premier texte. Tac. C'est un texte, pardon, heu, qui pour moi est intéressant et on va le voir après. Faisons les choses dans l'ordre, respectons le programme. C'est parti. Écrit après la visite d'un bagne de Victor Hugo, issu de Les 4 vents de l'esprit. La lecture commence. Écrit après la visite d'un bagne. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois. Ils ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance et la nuit qui commencent l'abîme. Où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres,
les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout le monde, ouvrant un livre, y trouve une aile, et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est un sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc aux petits enfants donnez le petit livre. Marchez, la lampe en main, pour qu'ils puissent vous suivre. La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux tête inachevée. Triste instinct qui vont les prunelles crever. Aveugle, effrayant, au regard sépulcral, qui marche à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première. Et du suif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le jet à ma droite d'éclore, et qui ne pense pas, ne vit pas. Ces voleurs auraient le droit de vivre. Songez-y bien. Songeons, songeons-y bien. L'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor, leur pensée immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous à qui le jour sourit, et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas de leur faute. Ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte? Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme, et la société leur a volé leurs âmes. Je m'arrête à là. Le texte se poursuit avec une partie 2. Et qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous retenu de ce texte? Alors pour moi, personnellement, la phrase qui m'interpelle le plus, c'est bien entendu celle-là. Ils ne savent pas lire et signe d'une croix. Pour moi, ce texte fait un constat terrible, fracassant de vérité, hurlant de vérité même. C'est que l'endoctrinement était à son plus haut degré à ce moment-là. Pour moi, ici, c'est une vérité cruelle, une réalité qui fait mal, mais qui s'explique. Mais quand même, ça fait du mal quand on y pense que il y avait des gens à un moment, ils n'avaient pas accès à des livres, à des ouvrages, et même s'ils avaient accès, ils ne pouvaient pas lire, ils ne savaient pas déchiffrer, ils ne savaient pas décoder. Et ils se fiaient à quelqu'un qui représentait une autorité. Ils étaient dépendants de cette personne. Et ils répétaient, ils faisaient ce qu'on leur avait dit, ce qu'on leur avait appris. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, malgré les défauts que l'école possède, on ne peut pas l'enlever quand même qu'aujourd'hui, l'analphabétisme a énormément chuté et de plus en plus de personnes ont les moyens d'entrer dans la lecture, d'avoir accès à une lecture. Et ça, c'est vraiment un pas immense pour l'émancipation des individus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que chacun aujourd'hui peut lire les textes, les dogmes religieux ou autres, et se faire son propre avis et voir réellement ce qui a été écrit et ce qui est dit et le prendre avec le sens qu'il peut, avec le sens qu'il le veut. Il n'y a pas d'autorité qui va vous obliger à comprendre un sens et à vous expliquer que ce n'est pas le sens, c'est une parabole, ça veut dire ça. Non, ça, c'est ce qu'on se raconte et on a le droit de ne pas être en accord, adhérer à cette histoire-là.
On peut se dire aussi que les personnes qui ont écrit ces textes n'avaient pas une grande forme d'intelligence non plus et ce que nous essayons d'expliquer, c'est une forme d'intelligence que nous possédons et nous essayons de plaquer un sens que nous avons créé à un texte qui, à la base, n'était pas là pour ça. Et c'est très simple quand on part de ce principe, de se dire, bah, finalement, ce qu'on lit, c'est pas que c'est faux, c'est pas que mais c'est plutôt nous qui en faute parce que nous comprenons pas le texte. Tout cela est une forme de rhétorique également, une forme de manipulation. Parce que quand on lit un texte, on peut choisir le sens et ça serait quand même douteux quand, dans certains passages, il est écrit certaines choses, notamment sur l'esclavage, sur le traitement des individus, et que on va nous sortir des explications qui sortent de je ne sais où par rapport au contexte et on va expliquer des choses qui n'est pas explicable. Il n'y a pas d'explication. Il est écrit noir sur blanc, papier sur papier et heureusement aujourd'hui, ce qui amène une clé de compréhension, c'est notamment l'histoire, l'analyse historique critique de ces textes, de ces personnages, qui sont décrits dans ces dogmes religieux, que ce soit les 3 religions monothéistes ou bien même dans les autres religions qui existent, il y en a énormément et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant et fascinant à prendre conscience que les religions, il y en a pas que 3. Les 3 sont les plus connus, peut-être parce qu'ils étaient, l'expansion, dites-vous bien, si une religion a été aussi s'expand autant, c'est que au sein même de son dogme, il réside des outils puissants qui permettent de perdurer, de convertir. Et il y a eu les croisades, il y a eu l'esclavage, il y a eu énormément dans les dogmes, vous pouvez retrouver des textes qui décrivent parfaitement comment ces religions ont pu prospérer et moi, personnellement, je me suis posé la question: «Quelle est la différence entre une secte et une religion?» et d'après mes recherches, la seule chose qui diffère, c'est le nombre de personnes et l'image qu'on en donne. C'est quand même incroyable de se dire ça. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il n'empêche que quand on regarde bien, on comprend la raison, le fonctionnement de ces textes. Pourquoi ils ont été créés? Moi, j'ai une hypothèse assez simple. Ils ont été créés pour des questions politiques, pour des questions, heu, de donner un sens à un peuple, de donner du sens à des personnes, à des individus pour affronter les difficultés de l'époque. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces textes ont été remplacés dans plusieurs endroits et on en parlait avec, un spécialiste des religions, un sociologue, Damien Karbovnik et lui, il a émis cette hypothèse, ce que j'ai compris, qu'aujourd'hui, il y a un mot qui est très intéressant qu'il a employé, c'est bricolage. Aujourd'hui, avec par exemple, le développement personnel, un des axes des travaux qu'il a effectués, il en a parlé et il a abouti à ce que dans le développement personnel, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent y rentrer et ce sont souvent des choses que nous allons récupérer à droite, à gauche, dans certains textes, dans certaines sources scientifiques et on va les agréger pour en faire une nouvelle dogme. Il n'y a plus que 3, il n'y a plus qu'un seul, mais il y en a plusieurs et chacun a sa façon de concevoir son dogme. C'est un peu comme au buffet, vous vous servez de tout ce que vous voulez. Il y a énormément de choses qui existent, il y a plus de 6000. Je crois que je vais vérifier. Religion dans le monde. Il y a environ, selon une fiche de Wikipédia, il y a environ 10 000 religions dans le monde. Et moi, à l'école, j'en avais appris une, c'était une religion qui a été créée autour de la pasta. Je vais retrouver jeu des pâtes. C'était en espagnol, c'était le pastafarisme. Et
Une parodie de la religion, mais quand même, c'est quand même, c'était intéressant de se voir de voir ça au collège, en cinquième heu et de se dire: «Mmh, ça fait réfléchir» et heureusement que l'école existe pour justement nous permettre, non pas d'endoctriner, mais justement nous présenter ce qui existe et nous donner le choix, libre arbitre de se poser des questions et de choisir une religion ou pas. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire vous avez la liberté de conscience, vous avez votre liberté de croire à ce que vous voulez. Mais l'école ne va pas regarder qui vous êtes, votre couleur de peau ou votre croyance. Elle va vous enseigner, elle va vous amener des outils critiques, elle va vous amener des questions, elle va vous amener à vous mettre en situation, à réfléchir, à faire marcher et mettre en route votre engrenage de la pensée, de la réflexion. Et c'est ça son but. Elle va pas chercher, heu, à savoir si ce qu'elle va présenter va vous blesser dans votre croyance ou pas. Et là, ici, ça se pose une question: si l'école ne peut plus faire cette mise en route de la machine à penser, alors que va devenir la société? Si on n'a plus le droit de réfléchir, de poser une critique et d'amener des questions sincères, honnêtes et d'avoir des réponses dans lesquelles parfois on ne sait pas. Parfois, il n'y a pas de réponse. La science ne répond pas à toutes les questions et c'est bien pour cela qu'il reste de la place pour énormément d'autres, heu, outils, on va dire, d'autres méthodologies, on pourrait dire, d'autres explications qui font que tant que la science n'a pas encore apporté de réponse, elle peut in s'injecter et prendre la place en attendant que la science arrive. Et il y a énormément de sujets comme ça et on l'a vu au travers des âges notamment, chaque fois qu'on expliquait un phénomène et que la science a pu le décrire, l'expliquer, le reproduire, quand il se souhaitait et en créant des conditions exprès, les gens avaient pas le choix de faire évoluer la religion, de faire évoluer l'explication. Parce que ici, ce qu'on attribuait à Dieu ou à une force, une entité, un concept, divin, pouvait être expliqué par un homme, pouvait être reproduit par un homme et pouvait être compris par un homme. Alors, tu es obligé de mettre à jour le programme, mettre à jour les données et c'est comme ça que ça a évolué et ça, c'était un point très important pour moi, dans ce texte. L'autre point, c'est, de se dire c'est à la fin de ce texte où il parle, c'est où? C'est un endroit assez frappant heu, quand il dit alors l'état, tac, «Le germe a droit d'éclore et qui ne pense pas ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre, songeons-y bien, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Ici, ce texte, pour moi, est caractéristique de la science. La science n'explique pas tout et l'ignorance, le mensonge rassure, apporte une explication qui fait du bien, qui donne du sens. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler et que malgré qu'on ne sait pas tout, nous avons quand même des outils, par exemple, le principe de parcimonie ou le rasoir d'Occam, par exemple. Heu, je ferai peut-être un jour une vidéo sur le rasoir d'Occam. Qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? Pourquoi c'est intéressant? Est-ce que ça marche à 100%? Voilà, dites-le moi en commentaire. Mettez rasoir d'Occam quand vous verrez cette vidéo et je prendrai le temps de formuler ce que c'est et comment on peut l'utiliser dans des contextes, des exemples. Je ferai non pas un live, mais une vidéo structurée pour essayer de me mettre en situation d'écriture et de pouvoir vous offrir une recherche de ma part. Alors, nous avons voilà, c'était le 1er texte. Ici,
je reconnais, on pourrait parler d'analphabétisme au lieu d'illettrisme. Mais j'ai trouvé que ce texte représentait bien des problématiques d'antan qu'on retrouve aussi aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité. Notamment, on pourrait même dire des enfants déscolarisés, qui se déscolarisent, qui quittent l'école à très jeune, très tôt, et qui empruntent des chemins qui les amènent parfois non plus au bagne, et d'ailleurs, mais des fois dans des centres pénitentiaires. Et la problématique, elle est la même. Est-ce que ces personnes, ces enfants, et là, il y a une phrase où il dit, que je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Ici aussi, je pose la question de la responsabilité, non pas seulement des parents, non pas seulement de l'enfant, mais également de la société, qui a une part, de l'État, quand aujourd'hui on sait ce qu'on sait, c'est-à-dire les études qui ont été menées sur les sciences de l'éducation. Un exemple, j'ai même 2 exemples. Le projet Rémora de Philippe Mérieux, qui parle de tutorat, c'est-à-dire les plus vieux enseignent aux plus jeunes, et que les résultats sont probants, sont satisfaisants, c'est opérant, ça marche et c'est positif. Ça facilite énormément l'apprentissage. Ça amène les enfants, même les personnes, à se dépasser, à viser à aller, pour ceux qui sont bons, viser l'excellence, pour qui sont moins bons, venir très bons. Et ça ne fait que augmenter. Alors, pourquoi il n'y a pas ça? Et l'autre, un caractéristique assez biologique, on sait aujourd'hui, on le sait, le sommeil est primordial. Pourquoi alors priver de sommeil les enfants? Les obliger à se lever tôt, parce que qui n'a pas été enfant et n'a pas voulu dormir un peu plus avant d'aller au collège, avant d'aller à l'école? C'est cassé, c'est brisé le sommeil, et on le sait, c'est énormément délétère d'un point de vue de l'apprentissage, d'un point de vue physique, moral, psychologique. Ça a des impacts terribles sur le corps, sur l'esprit. On le sait aujourd'hui. Et est-ce que on est capable de le changer? Bah, je crois que oui. Pourquoi on ne le changerait pas? Moi, ce que j'avais vu comme explication, c'est que s'il fallait repousser l'école d'une heure, il fallait également repousser l'entrée en entreprise d'une heure. Parce que qui va amener les enfants à l'école? Pour les parents qui ont des nounous, les parents c'est bien, mais pas tout le monde a des nounous, pas tout le monde a de la famille. Des fois, il y a des parents seuls, des fois, il y a des parents qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la possibilité, et c'est eux qui prennent en charge avant d'aller travailler, ils déposent leurs enfants, et cetera, et cetera. Ça ramène des nouvelles problématiques, et finalement, ça pose une question sur la société, sur quelle société voulons-nous? Est-ce que finalement, quand on sait quelque chose, est-ce qu'on va l'utiliser, ou est-ce que, heu, on va juste arriver et bloquer au stade de connaître et pas de mettre en œuvre, de mobiliser, de faire, de mettre en pratique? C'est ça, des questions qui sont importantes, je pense, à amener sur le débat en politique et sur le tapis. Parce que ce sont des sujets primordiaux, c'est des sujets qui ici, on parle des futurs électeurs. Il faut les préparer, ces enfants, ces futurs adultes, ces citoyens en devenir, et pour ce faire, il faut qu'ils aient les meilleures conditions possibles. Et oui, malheureusement, ici, l'État ne pourra pas répondre à tout. Mais dans ce qu'il peut faire, et je pense que ça peut être extrêmement favorable et souhaitable de peut-être décaler l'heure de l'école pour permettre aux enfants de dormir un peu plus. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Heu, ou du moins, c'est une chose qui pourrait être mise sur la table, pour être questionné avant d'être faisable, questionné pour voir si cela serait profitable, et qui serait partant et comment s'organiser pour ça.
Ensuite, on va passer à l'autre texte. D'abord, je vais regarder si vous alors, tac, c'est parti. L'autre texte, c'est un texte qui est de Philippe Mérieux, professeur des universités, directeur de l'IUFM de l'Académie de Lyon. L'IUFM, c'est l'Institut, alors attends, je vous dis ça bien, hop, Institut universitaire de formation des maîtres. Et ce texte s'appelle Illettrisme et exclusion. Il fait 8 pages. Vous pouvez le retrouver sur son site internet merrieux.com, article illettrisme.pdf. Je vais mettre le lien dans le chat sur YouTube. Hop là. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Illettrisme et exclusion de Philippe Mérieux. Plutôt que de rappeler, une fois de plus, le pourcentage des chômeurs chez les illettrés, plutôt que de répéter un certain nombre de statistiques bien connues qui montrent la corrélation étroite entre l'exclusion sociale et l'absence de maîtrise de la langue écrite, j'ai choisi d'entrer dans la question de l'illettrisme à travers une approche résolument pédagogique et d'interroger, sous cet angle, les rapports de l'illettrisme et de l'exclusion. En 1995, le GPLI définissait ainsi l'illettrisme. GPLI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupement permanent de lutte contre l'illettrisme. L'illettrisme concerne les adolescents de plus de 16 ans et les adultes qui ont bénéficié d'une formation ou d'une scolarité, et pour qui le recours à l'écrit n'est ni immédiat, ni facile, ni spontané, pour qui l'écrit n'est pas un moyen privilégié d'expression et de communication, et qui risque donc d'être fragilisé sur le plan professionnel, voire exclu de nombreux échanges, voire exclu de nombreux échanges culturels et menacé de marginalisation progressive. Là, nous avons une définition de l'illettrisme. Euh, Dans cette définition, un rapport de causalité est très clairement établi entre l'illettrisme et l'exclusion. L'on y affirme que l'illettrisme est une des causes de l'exclusion. Le fait d'être en difficulté dans le maniement de la langue écrite et éventuellement orale, puisque l'on parle ici de communication au sens large, fragilise l'individu et risque de l'entraîner à la marge des circuits sociaux. Personne, évidemment, ne peut nier un tel constat. Il est clair que le fait de ne pas maîtriser la lecture courante, d'avoir des difficultés pour manipuler un appareil délivrant des tickets de métro ou simplement de ne pas pouvoir consulter facilement un annuaire ou décrypter une petite annonce, tout cela est générateur de difficultés d'intégration qui se répercutent pour l'individu dans toute sa vie quotidienne et qui, bien évidemment, atteignent son identité sociale. Mais il me paraît important de souligner que le rapport entre l'illettrisme et l'exclusion ne peut pas être conçu d'une manière linéaire, en considérant simplement que l'illettrisme génère l'exclusion. Il me semble que d'autres hypothèses doivent être envisagées. Par exemple, il ne faut pas exclure l'hypothèse qui me paraît très intéressante, selon laquelle l'exclusion engendre aussi l'illettrisme. Je voudrais explorer cette hypothèse avec vous et essayer d'en tirer un certain nombre de conséquences pédagogiques. Que signifie aujourd'hui être exclu de notre société? Je ne vais pas bien évidemment entrer dans des définitions académiques. Globalement, pour ceux et celles que je rencontre, être exclu, c'est être dans une situation matérielle difficile. Nous avons évoqué les problèmes d'emploi, de logement, de santé,
mais cela consiste également à intérioriser cette situation pour devenir progressivement incapable de se mobiliser pour un projet ou sur un apprentissage, incapable d'engager une dynamique personnelle et professionnelle positive. Il convient de rappeler ici cette banalité. À conditions socio-éducatives, socio-culturelles et socio-économiques égales, certains s'en sortent un peu mieux et d'autres ne s'en sortent pas ou s'en sortent moins bien. Il n'y a donc pas de causalité absolue, de linéarité mécanique entre les conditions matérielles et l'intégration sociale. Cela ne veut pas dire, pour autant, que les conditions socio-matérielles ne comptent pas, mais seulement qu'elles ne sont pas les seules qu'il nous faut prendre en compte. Il existe des résistances à l'intégration dont ne peut pas rendre compte la seule approche matérialiste. Il y a, en effet, parmi ceux que l'on nomme les exclus, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes pour lesquels l'enfermement dans une image négative d'eux-mêmes disqualifie a priori toute possibilité d'apprendre, en particulier d'apprendre à entrer dans le langage écrit. Nous sommes confrontés avec eux à une aporie que Platon pointait déjà au tout début de la République lorsqu'il demandait: comment faire entendre raison à quelqu'un qui n'a pas choisi la raison? Ce qui peut se traduire pour les publics qui nous occupent aujourd'hui par la question: comment peut-on apprendre à entrer dans le langage écrit à quelqu'un qui dénie d'entrée de jeu ses propres capacités d'apprendre, qui vit l'objet linguistique comme le fragilisant a priori, qui l'écarte de ses propres préoccupations et qui a tellement intégré une image négative de lui-même qu'il va finir par transformer sa fragilité en agression à l'égard même des formations et des aides qui peuvent lui être dispensées. Je constate cette difficulté quand des personnes ont une image tellement négative d'elles-mêmes et une image tellement survalorisée de l'écrit que la rencontre entre en formation renvoie malheureusement l'écrit dans l'inaccessible et renforce la personne dans sa démobilisation à l'égard de son apprentissage. Et c'est à partir de ces constatations que chacun a pu faire que je voudrais vous présenter maintenant deux brèves séries de remarques. La justification sociale du lire ne suffit pas à en faire entendre l'importance. La première série de remarques concerne le problème de l'exclusion et, au sein de l'exclusion, la place de l'écrit dans l'univers symbolique d'un individu en situation d'exclusion. Je rappellerai à cet égard un certain nombre d'évidences sur lesquelles, me semble-t-il, l'on n'insiste pas assez. Pour accepter d'entrer dans le langage écrit, il faut certes en connaître l'utilité, mais surtout la portée et la signification. Un détour à la fois théorique et pratique me permettra de préciser ce point. Il y a près de 40 ans, en revenant d'Amérique du Sud, Claude Lévi-Strauss note le comportement étrange d'un certain nombre de ceux qu'on appelle les primitifs. En effet, ces sauvages passent à côté de baies extrêmement nourrissantes qui leur seraient particulièrement utiles pour leur survie et qui ont par ailleurs des qualités gustatives tout à fait appréciables, mais qu'ils ne touchent point. En revanche, ils font des kilomètres à pied dans le désert, dans des conditions caniculaires, pour cueillir des plantes introuvables dont ils font des concoctions nauséabondes. Lévi-Strauss conclut ses constatations par cette phrase qui me semble devoir être méditée par toute personne qui travaille dans un domaine touchant, de près ou de loin, l'éducation. En matière humaine, les choses ne sont pas connues parce qu'elles sont utiles, elles sont déclarées utiles parce qu'elles sont d'abord connues. Ce qui est premier dans ce qui est premier n'est pas l'utilité mais la connaissance, c'est-à-dire la place de l'objet qu'il faut s'approprier dans l'univers symbolique du sujet. Je ne voudrais pas aujourd'hui vous apparaître trop trivial, mais je vais livrer néanmoins un exemple qui montre la portée d'une telle constatation.
Je pourrais par exemple vous expliquer longuement que, comme l'affirment les Indiens d'Amérique du Nord, le chien est probablement la viande qui se caractérise par le meilleur rapport qualité-prix. Le chien peut s'accommoder selon une multitude de recettes extrêmement variées. Il a une viande particulièrement savoureuse, il ne transmet pas la vache folle, se multiplie à une vitesse telle qu'on peut obtenir des taux de rendement infiniment supérieurs à tous les autres animaux. Je pourrais démontrer cela avec une rationalité absolument implacable. Il n'empêche qu'il y a peu de chances pour que l'un d'entre vous fasse ce week-end un michoui avec son chien. Mon raisonnement n'a pas d'impact sur vous. Ma rationalité n'a aucun pouvoir sur votre univers symbolique. Car ce qui compte pour vous n'est pas que je vous démontre rationnellement que le chien est une viande ayant des qualités gustatives indéniables. Ce qui compte pour vous est la place qu'occupe le chien dans votre univers. Le chien a aujourd'hui une place précise dans la société occidentale. C'est un intermédiaire entre l'homme et la nature, un compagnon à qui l'on peut tout dire sans craindre sa trahison. Autrement dit, le chien fonctionne dans notre mentalité collective à une place donnée qui détermine notre comportement à son égard. Tous les raisonnements qui tentent de contrecarrer ce phénomène en s'appuyant sur une argumentation purement utilitaire sont vains. C'est ainsi, lorsque je m'efforce d'expliquer à un élève de cinquième en très grande difficulté qu'il faut qu'il travaille pour réussir dans la vie, qu'il apprenne l'anglais pour voyager, plus tard en Europe et l'orthographe, parce que cela lui permettra de passer ses examens, je risque d'être aussi efficace que quand je vous explique qu'il faut manger votre chien. Et c'est à peu près la même chose quand je crois pouvoir, avec un adulte, arguer de l'utilité sociale de l'écrit pour contrecarrer ses blocages à l'égard de la langue. Dans l'un et l'autre cas, ce qui est en jeu, c'est la représentation symbolique des apprentissages. Leur dévalorisation a priori est le fait qu'ils sont placés d'emblée hors de portée, à l'abri en quelque sorte de tout apprentissage. On pourra toujours me dire ce que l'on veut pour tenter de me convaincre. Je n'y crois pas, je n'y arriverai pas, je ne le ferai pas. Un de mes collègues, le psychanalyste Serge Boimard, écrivait récemment, dans une revue fort sérieuse, un article dont le titre est un peu provocateur. Comment apprendre à lire à des gamins qui pensent qu'apprendre, c'est devenir un PD ou une gonzesse? Il me semble qu'il pose là une vraie question. Pour toute une série d'enfants, d'adolescents et d'adultes, l'apprentissage de la lecture est aujourd'hui perçu dans un système qui ne le valorise pas au plan de la construction identitaire, bien au contraire. Dès lors, notre argumentation sur l'utilité de la lecture ne touche guère au ressort de la personnalité. La justification sociale du lire ne suffit pas à en faire entendre l'importance. En d'autres termes, et pour revenir à une terminologie à laquelle nous sommes plus habitués, la question du sens de la lecture est première par rapport à la question de l'usage technique de la lecture. Première, non point chronologiquement, mais au regard de la construction de la personne et de ce qu'elle impose. Il ne s'agit donc pas de poser d'abord, une fois pour toutes, la question du sens, de la résoudre définitivement, puis de se pencher enfin sur les problèmes techniques auxquels on pourra se consacrer entièrement sans jamais revenir sur le sens. Il s'agit de prendre acte d'une dimension fondatrice qui, dans une certaine mesure, soutient en permanence la dimension technique, tout comme le projet de la maison et son plan soutiennent la maison, en justifie l'existence et en constitue les références obligées. Le projet et le plan, même s'ils sont invisibles, permettent en effet à la maison de tenir debout. Ils constituent le fondement, évidemment distinct des fondations matérielles nécessaires, mais qui, elles, ne rendent pas raison de l'existence même de l'édifice. Et dès quelqu'un a entré dans la langue suppose donc qu'on s'attache avec lui à ce qui peut fonder, dans le mouvement même de l'utilisation sociale de celle-ci, l'appétence pour elle, à ce qui peut lui donner une place positive dans l'univers mental de l'individu, la lui rendre tout à la fois mentalement désirable, intellectuellement accessible et socialement maîtrisable.
Faisons une pause. Il y a énormément d'idées qui ont été évoquées et j'ai choisi ce texte aussi parce qu'on cite quelqu'un qui, pour moi, est souhaitable à citer et qui est souhaitable à faire connaître son œuvre, son travail, qui est bien entendu C.H. Boimard. Pourquoi C.H. Boimard? Parce qu'à un moment où je me posais des questions sur les difficultés de l'apprentissage, qu'est-ce que lire? Comment apprendre à lire? Qu'est-ce que l'écrire? Pourquoi c'est difficile? Eh bien, Boima a su répondre à mes questions. Aujourd'hui, je me rends compte que la nature même de l'illettrisme, eh bien, il y a derrière cela cette notion d'enfant empêché de penser, qui est une défense qui est utilisée pour ces enfants et ces adultes qui se sentent déstabilisés psychiquement face aux contraintes de l'apprentissage. Il en existe 4, nous avons déjà parlé dessus. Je vous invite à vous référer à d'autres vidéos en amont et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Hem, Ici, c'est intéressant parce qu'en tant que personne, c'est vrai qu'il est en train de dire quelque chose de très intéressant et de très enfin pour moi qui est pertinent. C'est-à-dire, on peut parler que la lecture est intéressant, que la lecture va apporter des bienfaits, que ça a des avantages, que ça fait ci, que ça fait ça, que rationnellement, qu'on peut le démontrer, qu'il y a des preuves, il y a des études. Oui, mais c'est peut-être pas la meilleure façon, la meilleure méthode pédagogique pour susciter le désir chez l'autre, l'intérêt chez l'autre. C'est pas en disant que ça c'est bien que forcément l'autre va s'y intéresser. Et ici, ce que moi je comprends, c'est mon interprétation personnelle, c'est qu'avant de montrer en quoi c'est intéressant, il faut aussi entrer dans l'univers de à qui on veut enseigner. Comprendre son monde, s'intégrer dans son monde et petit à petit partir de ce qui l'intéresse pour l'amener vers ce qui serait intéressant pour son développement. Et c'est ça qui est le nerf de la guerre pour moi, c'est d'entrer dans l'univers de l'autre. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, c'est la même chose. Entrer dans son monde, dans le monde symbolique, dans ses représentations de son monde. Et petit à petit, venir s'y intéresser pour venir l'enrichir, pour l'amener et lui montrer des choses qu'il ne savait pas et qui existent. Et que petit à petit, lui donner ce désir de s'émanciper de l'autre quelque part, de ne pas s'enfermer lui-même dans certaines choses et de pouvoir s'élever et d'avoir c'est vraiment s'affranchir de l'autre. Quand on commence à écrire et à lire, il y a une forme d'affranchissement. On n'a plus obligation d'avoir quelqu'un à qui parler, mais on a cette possibilité, cette liberté de tout mettre sur papier, d'y déposer, d'avoir des outils qui nous permettent de le façonner et aussi d'éviter de réfléchir en public. Pour les entrepreneurs, par exemple, c'est extrêmement néfaste. Dans la quête prospective, quand vous faites de la prospection, ou de réseautage, de vous mettre à réfléchir à haute voix et devant un client, devant un prospect potentiel, devant un futur client potentiel. Pourquoi? Parce que un client, il attend quand même que vous ayez déjà fait ce travail, que vous savez ce que vous faisiez, que ce que vous faites et où est-ce que vous intervenez. Il recherche votre expertise. Et s'il ne recherche pas votre expertise, il recherche le lien relationnel, si vous entend bien. Mais est-ce que dans le domaine dans lequel vous êtes, est-ce que le lien relationnel est plus important que l'expertise? C'est une vraie question que je vous pose. Alors, on va on va s'arrêter ici pour ce soir. On re on reprendra plus tard. On finira le texte de Philippe Mérieux
vendredi prochain. Soyez au rendez-vous. Hem, il nous reste une, deux, trois pages, 3 pages. Je suis un peu fatigué après avoir lu ces quelques pages et aussi il fait extrêmement chaud et je dois dire que cela n'aide pas à ce que je puisse poursuivre la lecture dans des conditions agréables et optimales. Hem, on fera en 2 parties dans ces cas-là et on arrivera sûrement à une autre conclusion. Alors, mais n'empêche, faisons un point de ce qui a été dit, de ce que j'ai déjà présenté. Il y a déjà une bonne idée, heu, de tout ce que je crois. L'illettrice, est-ce une fatalité? On voit bien que je vous ai choisi ces 2 textes pour justement démontrer que non et que un des principaux axes sur lequel nous pouvons travailler, c'est de ramener cette, notion de pouvoir d'apprendre. C'est de prendre conscience de son pouvoir d'apprendre et que ce n'est pas quelque chose qui est aisé, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des points de vigilance à avoir. Il y a des choses qu'il faut se rappeler. On a et là, ici, il n'est pas nommé, mais on sent bien que on parle du pari d'éducabilité derrière derrière ce texte et je vous renvoie à un numéro bric-à-brac spécial avec Philippe Mérieux dont j'ai eu l'honneur, la joie, le plaisir d'accueillir sur cette chaîne et il y développe ces notions et il développe un peu plus qu'est-ce que c'est que le pari d'éducabilité et si vous écoutez qu'est-ce que c'est, vous comprendrez son texte actuel. C'est c'est un développement, c'est une partie de ses travaux et qui a maturé pour arriver au pari d'éducabilité finalement. Ça fait partie de ces idées-là, de ces fondements, de ces études et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je profite pour dire que pour moi, Victor Hugo et Philippe Mérieux sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire tous les 2 militent pour quelque chose de commun, peut-être pas de la même façon, mais pour un esprit commun qui est un cri commun, un cri d'humanité, on va dire, un cri de liberté qui est l'émancipation par l'éducation. Et les 2 pour moi mettent en avant cette, notion d'éducation. Cette notion que l'éducation pourrait peut-être potentiellement, on ne sait jamais, mais parmi l'ensemble des criminels, l'ensemble des bagnards, l'ensemble des prisonniers, l'ensemble des délinquants, peut-être que l'éducation aurait pu amener autre chose que des chemins et des décisions que ces personnes ont prises. Notamment parce que, comme le dit Philippe Mérieux, peut-être que dans leur symbolisme, l'accès à l'écriture ou même la lecture et l'écriture, ce n'est pas quelque chose qui est valorisant dans leur milieu, qui n'est pas valorisant dans leur système, dans leur construction du monde, de leur vision du monde. Et cela est intéressant parce que Siaj Ouamar propose justement comment, amener cette réflexion, ramener de chez ces personnes, chez ces enfants, cette possibilité de pouvoir rentrer en apprentissage et de ne pas, s'enfermer dans des stéréotypes qui sont parfois dévalorisantes de eux-mêmes et qui ont été peut-être installés très jeunes et ça, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Aussi, rappelons-le, on a on part pas tous du même pied d'égalité, heu, selon que nous ayons des parents qui parlent, qui lient devant nous, qui écrit devant nous ou qui juste parlent avec nous, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un luxe aujourd'hui. C'est un luxe pour de nombreux Français et Françaises, pour de nombreux enfants, de la République, c'est un luxe et heureusement, je dois dire qu'il existe aujourd'hui des personnes qui s'engagent, notamment je pense à Philippe Bentolila, à Alain Bentolila, qui créent des textes, qui créent des conférences, qui en parlent, qui mobilisent,
qui crée des situations pour apprendre à lire, qui met en place des protocoles, par exemple ACT, le protocole ACT, ou même, en prison, où ils développent des protocoles pour ramener certaines personnes à se remettre à lire, à se mettre à écrire, à se mettre à penser autrement et à sortir quelque part de certains enfermements, voire même de certains endoctrinements. Et combien de prisonniers se sont mis à la lecture, à l'écriture et se sont découverts des choses qu'ils n'avaient pas accès avant? Parce qu'ils se sont remis à écrire et à lire. Alors sur ce, je tiens à vous remercier si vous êtes, si vous avez regardé cette vidéo ou bien si vous êtes passé en live. Hem, Faites attention à la chaleur, il fait extrêmement chaud, moi où je suis et essayez de buvez beaucoup d'eau, mais c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà entendu, mais c'est déjà bien de pouvoir le répéter, heu, parce que, mine de rien, même si on répète, il n'y a pas de mort d'homme et ça ne coûte rien. Sur ce, je m'arrête à là pour ce soir. Je vous remercie de votre écoute, et surtout partagez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces textes. Quelles sont les idées que cela vous a évoquées, que vous aimez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi, je serai ravi de vous lire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live bric-à-brac et demain, normalement, vous aurez rendez-vous avec, Mélanie pour un épisode de Bric-à-Brac. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. À très bientôt.